Bonjour et bienvenue sur JDR TV, une chaîne YouTube consacrée aux jeux de rôle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est assez intéressant si vous masterisez les jeux de rôle. C'est les backgrounds de vos personnages joueurs. Pourquoi c'est important? Parce que il a peut-être dû vous arriver des fois de vous lancer dans une aventure avec vos joueurs, d'être très impliqué, d'avoir un très bon scénario, enfin c'est du moins ce que vous pensez, et puis bizarrement, tout d'un coup, les joueurs se mettent à faire n'importe quoi, à tout casser, à tout défoncer, comme s'ils avaient aucun respect pour votre univers ou votre histoire, et vous vous dites mais je comprends pas, pourtant mon histoire elle est très bien. Eh bien, souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est parce qu'il y avait à la base un problème sur la création de leur personnage. Et dans cette vidéo, on va aller assez loin dans la sophistication. Donc même si vous masterisez depuis longtemps, moi je vous invite à la regarder en entier, cette vidéo, parce que peut-être que vous allez découvrir des choses que vous ne connaissez pas. C'est parti. Alors qu'est-ce qui se passe les premières fois où on veut masteriser du jeu de rôle? Bien souvent, bon, on va soit créer soi-même un scénario, soit on prend un dans le commerce, et puis on rassemble des gens autour d'une table. Alors on met déjà pas mal de temps pour créer les personnages, faire tous les calculs des compétences, etc. Bon, on n'a pas en plus envie de se prendre la tête à faire des historiques détaillés. Donc on dit, bon, allez, toi tu joues un barde, toi tu joues un voleur, toi tu joues un guerrier, et puis bon, allez, on dit que vous êtes une bande d'aventuriers, c'est parti. Et on se dit généralement que notre scénario à nous, ou le scénario qu'on a lu, il est déjà tellement passionnant que ça sert à rien d'en rajouter une couche avec en plus des historiques personnels détaillés, etc. Donc on lance dans l'aventure nos joueurs, on est à fond dedans, on est à fond inspiré. Et puis, après avoir passé un petit peu de temps à agir sérieusement, nos joueurs commencent un petit peu à prendre les choses avec légèreté, à prendre les choses à la rigolade, à vouloir faire les cons systématiquement. Et puis au bout de quelques parties, ça finit à ce qu'ils foutent le feu à l'auberge et ils violent la fille de l'aubergiste. Alors là, le maître de jeu, il est dégoûté, il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça va pas ou quoi? Pourquoi vous défoncez mon monde, etc. Alors il les gronde comme ça en disant mais ça suffit maintenant, hein. On va recommencer une aventure, mais maintenant je veux que vous soyez sérieux. Évidemment, les joueurs en face, ils sont là, oui, oui, promis, et puis à la première occasion venue, bam, ils recommencent à tout défoncer. Et le maître de jeu, il comprend pas, il se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Pourtant mon histoire est tellement passionnante, etc. Et oui, mais c'est prévisible. En effet, comment supposer qu'un joueur puisse avoir l'imagination suffisante pour concevoir qu'il est dans un univers riche, complexe et qui mérite vraiment de s'y impliquer, si à la base il incarne un personnage qui lui-même est complètement vide? C'est pas possible. Donc puisque son personnage est vide, il voit le vide autour de lui, il n'y a pas d'enjeu, tout ça, et c'est pour du vent, donc autant faire n'importe quoi. Alors cette erreur de MJ débutant, on la commet un certain nombre de fois, et puis généralement au bout d'un moment on en a marre. Alors c'est là où on arrive à l'étape 2 du MJ. T'arrives autour de ta table et tu dis bon alors les gars et puis les filles, maintenant ça suffit, on va pas faire n'importe quoi, je veux que vous écriviez tous un background pour vos personnages. Ça peut être un truc de 10 pages, ça peut être juste une page, ça peut être juste un paragraphe, mais je veux pas que votre personnage, ça soit n'importe quoi qui tombe du ciel comme ça. Je veux que ce soit une vraie personne. Je veux que vous me disiez d'où il vient, c'était quoi son enfance, tout ça. Je veux savoir. Et on se dit, voilà, avec ça, on n'aura plus de problème parce que comme mes personnages, mes joueurs, eh bien, ils auront dû s'appliquer à faire des personnages, eh bien, ils auront plus envie de les détruire. Enfin, de détruire mon monde. Alors, ça va amener plusieurs problèmes. Je pense que c'est déjà mieux que la première version, mais il va y avoir plusieurs problèmes. D'abord, vous avez une première sorte de joueur qui est celui qui s'en tape complètement. Le genre de personne, bourrin, 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 moi je veux défoncer, couper des têtes. Ce genre de personne qui généralement n'a envie de faire aucun effort, qui veut juste s'asseoir sous la table, lancer des dés et vivre de l'action. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Mais vous dire, oh moi je m'en fous, moi mon historique, je joue un barbare. D'accord, tu joues un barbare, mais un barbare, enfin c'est quel est
son histoire, ses parents, oh bah ils sont tous morts. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Bon, bah lui, clairement, là, ce mec-là, si vous lui créez pas un historique détaillé, c'est pas lui qui va le faire. Et qu'est-ce qui va se passer au bout de 2-3 séances? Wouh! On fout le feu à l'auberge et on viole la fille de l'aubergiste. Le même problème va arriver. Donc, si vous le faites pas, c'est pas lui qui va le faire et ça va pas bien se passer. La deuxième sorte de joueur que vous pouvez avoir, pardon, comme ça, c'est le type de personne qui voudrait bien faire un effort pour faire un historique, mais qui n'a aucune idée de quoi faire. Il faut bien que vous compreniez une chose. Si vous êtes un MJ et que vous regardez cette vidéo, vous êtes très probablement un type de personne très particulière. Vous êtes une personne particulièrement créatrice par rapport à la majorité de la population. Si on fait du jeu de rôle, c'est parce que souvent, voilà, quand on était ado, on passait beaucoup de temps à dessiner en classe et à faire des projets de trucs, on avait une imagination débordante. Tout le monde n'est pas comme ça. Et quelqu'un qui n'a aucune idée, il y a des gens, vous les mettez face à une page blanche avec un crayon, mais ils paniquent en fait. Ils sont terrorisés. J'en ai déjà rencontré. Donc cette personne-là, tu lui dis, ben vas-y, invente-moi un truc. Il va être là, je sais pas, bon, ben, ça va être un barbare. D'accord? Mais un barbare, ça peut être très complexe, un barbare très intéressant. C'est quoi son historique? Euh, Tous ses parents sont morts. Voilà. Et puis le même problème va se reposer, etc. Je vous la refais pas. Troisième type de problème. Troisième type de problème avec des joueurs. Vous allez avoir des joueurs qui pourraient avoir des tas d'idées, mais qui sont extrêmement timides. Si vous n'êtes pas habitué à écrire de la fiction et surtout à faire lire autour de vous, c'est quelque chose de très intimidant. En fait, certains profs d'écriture scénaristique vous diront que l'écriture de fiction ou l'écriture en général, c'est quelque chose de plus intime que la sexualité. Donc imaginez quelqu'un qui n'a jamais osé faire lire des choses qu'elle a écrites autour d'elle. Dans un jeu de rôle, vous lui dites, allez, tu vas écrire un truc et puis après tu vas le lire devant tout le monde. Cette personne va être terrorisée. Donc déjà au moment même de créer les idées pour son personnage, elle va se censurer. Puis après quand elle va lire son truc, elle va être toute rouge. Non mais c'est pourri mes idées. Voilà, donc c'est une véritable torture pour certaines personnes de devoir lire en public devant tout le monde ces scénarios ou même évoquer un petit peu une partie de son historique. Ça peut vraiment être vraiment déstabilisant et ça va pas être super épanouissant pour certaines personnes. Donc tout ça c'est pour des personnes qui vont avoir plutôt des difficultés à écrire un background. Maintenant vous allez avoir d'autres problèmes avec ceux qui sont très à l'aise avec l'écriture de background. Bon, déjà, il y en a, ils sont à fond dans leur truc, ils vont vous faire un truc très très long, mais ça va être éventuellement naze. C'est horrible, hein, mais c'est vrai. Il y a des fois des gens qui sont à fond dans leur truc et pensaient que c'est une super idée, et le truc c'est naze, quoi. Il va vous dire, oui, je vais jouer un meunier, et c'est un meunier, son moulin est cassé, alors il a toujours sa meule avec lui, et il va utiliser sa meule pour écraser les gobelins, et tu vas lui dire, ouais, désolé, c'est de la merde. C'est toujours un peu compliqué de s'inventer critique littéraire pour dire à quelqu'un que ses idées sont mauvaises. C'est extrêmement violent. C'est terrible. Enfin, encore une fois, c'est comme c'est directement lié à l'intimité, ça veut dire critiquer quelqu'un sur ses idées, c'est vraiment violent, quoi. Donc il va falloir des fois dire à quelqu'un à qui t'as dit qu'il fallait qu'il se fasse chier de faire une histoire, ah bah finalement c'est de la merde ce que t'as fait, c'est vraiment pas cool, quoi. Autre problème que vous pouvez avoir avec certains personnages qui sont très à l'aise pour créer leur background, est-ce qu'ils connaissent bien votre univers? Et s'ils le connaissent bien, est-ce qu'ils l'interprètent de la même manière que vous? Je vous donne un exemple très concret que j'ai vécu. Première fois que je joue à D&D, Donjons et Dragons, le mec chez qui je jouais, il avait 19 ans, et très rapidement, on a abordé des thématiques adultes.
C'était pas Game of Thrones, hein, avec des trucs de cul super violents dans tous les sens. Simplement, la sexualité faisait partie intégrante de cet univers comme un truc normal, quoi. Donc de l'heroic fantasy, mais dans une thématique plutôt pour les grands. Quelques mois plus tard, on va ensemble jouer chez un autre gars, un mec qui était vraiment adulte, qui devait avoir, je sais pas, 26 balais. Alors on se disait, oh, lui, c'est un grand. Nous, on était petits à côté. Il avait son boulot, son appart, il vivait avec sa meuf et tout. Donc on se disait, oh, on est chez les grands. Bon, ben, on commence à jouer donc dans une autre partie de D&D, quoi. Et moi, première chose que je fais, on est dans un village, j'incarne un mec qui est vieux. Ouais, je voulais jouer un vieux. Et je dis, bah, moi, je vais au bordel. Mais je disais pas même pas ça de manière graveleuse, quoi. Je disais pas, ah, je vais aller au bordel, aller voir les putes. Non, non, je me disais, bah, c'est cohérent. Le mec que j'incarne, il est d'un âge, voilà, il est d'un âge mûr, il est célibataire, c'est un voyageur, il a un peu de thunes. Bon, ben voilà, quoi, il va au bordel, c'est pas. Le maître de jeu, il m'a fait une tête horrifié, quoi. Il était horrifié, quoi. Il me disait, bah, dis donc, quand même. J'ai dit, mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du mal. Ouais, quand même, bon, on peut faire des trucs un petit peu mûrs, genre des combats, tout ça, mais c'est Donjons et Dragons quand même, hein. Pour lui, il fallait surtout pas aborder le sujet, quoi. Moi, je suis ni pour ni contre, hein, c'est pas ça l'idée, mais je veux dire, dans un même truc, dans un même système comme Donjons et Dragons, qui était à chaque fois dans des univers assez standards de donjons, hein, c'était des trucs façon Forgotten Realms, il y a des interprétations très différentes avec des choses qui semblent évidentes à certains et pas à d'autres. Bon ben voilà, donc tu vas demander à un mec de se casser le cul à te faire un super background, et puis finalement tu vas lui dire ah mais non, non mais ça va pas parce que moi dans ma façon de voir le monde, gna 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 gna, c'est super casse-couille. Je déteste ça. En tant que joueur, je déteste. Donc j'ai pas du tout envie de faire subir ça à mes joueurs. Autre problème, alors imaginons, hein, vous avez cette fois-ci un joueur qui est super à l'aise pour écrire son background, qui est super intéressant dans ses idées, et qui en plus vous connaît bien et comprend bien qu'est-ce que vous voyez, enfin votre univers de jeu. Donc il est vraiment raccord avec votre truc. Ouais, mais dans ces cas-là, s'il va faire des super idées, ben, c'est souvent des trucs qui n'ont pas de lien direct avec le scénar du maître de jeu. Sauf si le maître de jeu commence à dévoiler tout un tas de trucs sur son scénar, mais c'est un peu dommage, il faut garder un petit peu de surprise, etc. Donc, tu vas te retrouver éventuellement avec un génie de la littérature qui va te faire un super truc, et puis, ben, après, il va falloir essayer de recoller avec un truc qui sera pas forcément la même histoire, qui aura pas forcément de lien, quoi. C'est dommage. Et dernière petite précision, dernier petit problème, imaginons un mec, le joueur, il est parfait. Non, il est vraiment top. C'est-à-dire que il est super à l'aise pour écrire son histoire. Son histoire, elle est super intéressante. Elle est parfaitement en raccord avec ta manière de voir ton univers de jeu. Et en plus, miracle, ça match parfaitement avec un truc de ton aventure. Et ben dans ces cas-là, ça veut dire que ce personnage va finir par capter toute l'attention. Ça va être le personnage principal et puis les autres personnages secondaires. Ça va devenir Frodon, voilà, carrément. Et c'est un peu dommage parce que si tu joues avec plusieurs joueurs, l'idée c'est que tout le monde compte à peu près de la même manière. Donc ma conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que si j'ai un joueur qui veut absolument créer son background, on fera un peu le truc ensemble. Mais franchement, ça me fait chier en fait. Je pense que le plus simple, c'est d'arriver donc à la troisième étape, dans laquelle c'est le maître de jeu qui crée les backgrounds des personnages. Voilà. Avec déjà enfin, une certaine esprit de consultation. Je veux dire, voilà, on va pas forcer quelqu'un à dire tu vas jouer tel personnage s'il n'a pas envie. Et puis, s'il y a des gens qui ont des aspirations sur des thématiques, faut pas être fermé, faut discuter avec eux, etc. pour faire ces choses. Voilà, mais voilà, je pense que en tant que maître de jeu, le meilleur service qu'on peut avoir, qu'on peut faire pour nos joueurs, c'est qu'ils arrivent, ils se mettent les pieds sous la table, ils jouent. Alors, donc quand on arrive dans cette étape 3, donc on a le maître de jeu qui va créer lui-même les backgrounds des personnages joueurs, mais si on reste juste sur cette idée-là, c'est pas encore vraiment super top. En fait, vous allez avoir souvent avec ce simple procédé des personnages qui ont des histoires très très riches et qui viennent chacun par exemple des quatre coins du monde,
mais leurs thématiques, leurs problèmes, leurs histoires personnelles ne sont pas forcément liées à la trame principale. Or, je vous invite à bien analyser finalement les grands romans qui vous ont plu ou les films que vous adorez. Vous verrez que qui qu'il soit, le personnage, quand il avance dans une aventure, même s'il va à l'autre bout du monde, il emmène ses problèmes avec lui. Son passé le rattrape toujours. Et il va pas forcément rencontrer des gens qu'il connaît à l'autre bout du monde, ou au fin fond des enfers, ou à l'autre bout de l'espace. Mais les problèmes, ils sont ici. Et les aventures qu'il va vivre vont résonner par rapport à ces problèmes vraiment très intimes, très personnels. Si vous prenez un exemple vraiment archétypal, vous prenez par exemple la Divine Comédie, vous avez ce personnage principal qui, au premier degré, serait un personnage qui avance dans un endroit qui est l'enfer et qui rencontre des démons. Oui, mais ça, c'est pas seulement un périple où il rencontre des choses, c'est aussi dans sa tête un périple psychologique. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant avec maintenant l'étape 4, c'est de se dire, je vais créer tous les personnages, les backgrounds de mes joueurs, mais je vais essayer de les faire d'une certaine manière, quand je connais déjà tout mon scénario en avance, pour que ce qu'ils vont vivre dans l'histoire ait des échos avec leur passé. J'ai été un petit enfant battu ou abandonné, je vais à un moment donné rencontrer un petit enfant battu ou abandonné, voilà, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou voilà, pour qu'il y ait des allers-retours en permanence entre ce qu'il vit dans l'aventure et ce d'où il vient. Donc vous n'êtes pas obligé de faire qu'il côtoie des personnes qu'il connaissait déjà depuis très longtemps, à partir du moment où il y aura des fois des allers-retours entre le cœur de l'aventure et des problèmes personnels. Et là, on commence à être vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus intéressant. Mais c'est pas tout. Il y a une étape encore au-dessus, l'étape 5. Alors, je voudrais vous poser une question. Alors, je vais vous poser une question, on va voir si vous arrivez à trouver. Quel est le rapport entre Peter Pan et le Capitaine Crochet ? Bon, d'accord, ils sont tous les deux du même univers, mais concrètement, quel est le rapport entre Peter Pan et le Capitaine Crochet ? Alors ? Eh ben, en fait, c'est la seule et même personne. Si vous regardez Peter Pan, concrètement, qui est-ce que c'est ? C'est le chef d'une bande de petits garnements qui fait des bêtises et qui ne veut surtout pas grandir. Et maintenant, quand vous prenez le capitaine Crochet, c'est le chef d'une bande de pirates qui font de très grosses bêtises et qui ne veut surtout pas mourir. Parce que je crois qu'il y a une prédiction qui dit que il est censé mourir avalé par le crocodile, et c'est pour ça qu'il est obsédé, il casse les horloges qui symbolent le sang qui passe. En fait, ils sont tous les deux les deux faces d'une même pièce. Et si vous regardez la majorité des grandes histoires, les histoires les plus fascinantes, le gentil et le méchant ne sont qu'une même personne. Et en fait, sur l'approche psychanalytique, le méchant représente une projection, enfin une part de l'inconscient, la part d'ombre du héros. Je vous invite fortement à lire un livre très intéressant qui s'appelle L'ombre et le mal dans les contes de fées de Louise von Franz. Louise von Franz, ça a été une disciple du psychanalyste Carl Jung. Et donc elle s'est spécialisée dans l'écriture de psychanalyse sur les contes de fées. Alors la psychanalyse, on y croit ou pas, y a un autre auteur qui est plus connu en France qui a fait ce sujet qui s'appelle Bruno Bettelheim, mais qui lui était un freudien. Sa psychanalyse des contes de fées, ça parle surtout de zigounette et bon, moi j'y crois pas trop. Mais en revanche, chez Louise von Franz, dont je vous invite fortement à lire ses nombreux ouvrages sur le sujet, vous verrez que voilà, le méchant est véritablement terrifiant si en fait il est quelque chose qui le relie directement au héros et qu'en fait le héros est horrifié et nous, les spectateurs ou les joueurs, on est horrifiés parce que
on voudrait se faire croire que c'est quelque chose qui est très extérieur à nous, ce méchant, mais quelque chose dans notre inconscient, quelque chose nous dit que c'est juste nous-mêmes que nous voyons, le reflet maléfique de nous-mêmes que nous voyons, et c'est ça qui nous horrifie. Donc, en résumé, je pense qu'il y a une manière pour que vos joueurs soient complètement scotchés et qu'ils s'accrochent à votre histoire et qu'ils soient complètement fascinés. C'est déjà d'écrire vous-même les historiques de vos personnages en vous concertant avec eux, si vous voulez, pour quand même que ce soit participatif et que vous ayez quelque chose qui soit un peu dans l'idée de ce qu'ils voudraient, mais que ce soit vous qui l'écriviez, que ces historiques soient riches, pas forcément immenses en termes d'informations, mais que ce soit pertinent pour que, euh, quand ils vivront leur aventure, leur histoire les rattrape, leurs démons du passé les rattrape, et que régulièrement, ce qu'ils voient dans leur aventure se passer fasse écho à leurs démons du passé, pour que vraiment ils soient liés émotionnellement à cette aventure. Et enfin, si vous y arrivez, et là, si vous y arrivez, vraiment chapeau, essayez de tourner vos personnages et les méchants de telle sorte qu'ils soient en quelque sorte une métaphore l'un de l'autre, et que tous les personnages soient un peu comme un même personnage mais vu sous des facettes différentes. Voilà, eh ben vous avez du boulot. Je sais que c'est compliqué parce qu'on a nos vies, on a nos boulots, on a les enfants à s'occuper, etc. Vous n'allez pas forcément pouvoir tout faire. Mais en revanche, si vous vous mettez ça en tête, rappelez-vous de cette histoire que je vous ai racontée entre Peter Pan et le capitaine Crochet. Si vous avez cette petite dimension en plus, vous n'allez pas forcément tout pouvoir gérer dès le début, mais une fois que vous serez dans l'aventure, vous allez des fois saisir des opportunités et vous dire ah, je pourrais faire telle petite métaphore entre tel personnage et un autre. Et là, vous allez rajouter des dimensions en plus dans votre jeu. Et puis vous serez content et vos joueurs seront contents. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!